Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs à partir de 22h30. Vous avez accès à cette émission. Notre invité ce matin, M. Ousmane Gawal Diallo. Il est député évidemment à l'Assemblée nationale, membre actif, l'UFDG. Il est notre invité ce matin. On va essayer de faire un saut du côté de Kouroussa un peu plus tard dans l'émission. Oui, on nous signale des images d'une rare violence nourrice. Donc depuis hier, dimanche, on va venir là, je suis avec Lamine Kouyaté. Il est vice-maire du côté de Kouroussa. Vous allez l'écouter ce matin chez les GG. Un clin d'œil sur notre plateforme ce matin avant de continuer avec notre invité. Bonjour, vraiment, je me demande où se trouve l'État, car chaque jour, on voit des actes barbares qui se passent dans notre pays. Donc on parle de ce qui se passe du côté de Kouroussa. On va faire lecture un peu plus tard dans cette émission. Ahmed, on continue le débat avec Ousmane Gawal. Alors Ousmane Gawal, on était donc avec vous. Vous parliez d'un certain nombre de mots que tiennent les militants de l'UFDG. Pour vous, ce ne sont pas des mots qu'il faut tenir quand on traite le président de l'UFR, je ne sais pas, de chien ou autre chose. Non, ce que je dis, c'est qu'il y a des mots, quand vous les tenez, vous pouvez tomber sous le coup d'une sanction. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire des débats ou de poser ou de contredire les choix qui ont été faits. C'est cette nuance que je voulais apporter. C'est-à-dire que le débat est permis, souhaitable, encouragé. Par contre, cela se fait dans un cadre si vous le souhaitez. Il y a des cadres pour ça. Voilà. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez ouvrir toujours le débat sur Internet. Le débat est possible. Alors, mais le débat, c'est aussi dans la courtoisie, c'est aussi dans les formes. D'accord, il y a un cadre. Mais ce militant de l'UFDG qui a voulu s'exprimer, à qui on a arraché la parole, comment est-ce que vous jugez cela? Attendez, c'est plusieurs choses différentes. Okay? Monsieur, ce qui est arrivé à M. Mamadou Bari, à qui on a refusé la parole. Moi, je n'étais pas à l'Assemblée générale. Mais c'est comme ça que je l'ai appris, il a refusé la parole. C'est différent, absolument. Le traitement qu'il a vécu, c'est différent de celui qui a traité le président de l'UFDG de mouton. C'est des contextes. Attendez. Est-ce que lors de ce refus de lui donner la parole, ça s'est passé dans quel contexte? Parce que ce n'est pas non plus tout le monde. C'est pas non plus tout le monde qui parle. Quand on va à l'Assemblée générale de l'UFDG, la parole est distribuée. C'est pas tout le monde qui parle, qui prend le micro comme il veut, qui parle. Et puis si on ne te donne pas le micro, tu prends une certaine posture. Je pense que c'est ce comportement-là qui peut faire sujet à des sanctions. Ce ne sont pas les refus de prendre la parole. Moi-même, quand je vais à l'Assemblée générale, il arrive plusieurs fois qu'on ne me donne pas la parole. Mais un des proches de Bahouri nous a filmé ici à Espace, justement, que le monsieur s'était inscrit au rôle et qu'il a même commencé à lire son discours avant qu'on ne vienne lui intimer l'ordre justement de quitter ce parloir. Bon, dire un proche de Bahouri, c'est déjà une anomalie. Il n'y a pas de proche de Bahouri, de proche de Selou dans l'UFDG. Attendez. Ça, c'est une anomalie. La cellule de communication de Bahouri, c'est une anomalie. Avoir un porte-parole en tant que vice-président, c'est une anomalie. On ne peut pas être... C'est comme si vous disiez dans un gouvernement, aujourd'hui, le ministre tel a un porte-parole à sa cellule de communication, tel autre. Non, le gouvernement a un porte-parole. L'UFDG a un porte-parole. L'UFDG a une structure de communication. Il n'appartient pas à chaque individu de dire, je ne porte pas, moi, je ne suis pas porte-parole de Selou. La cellule n'a pas de porte-parole. Il n'a pas de cellule de communication. Sur Facebook, je veux bien revenir à la question parce que vous n'y répondez pas du tout encore. Un des militants donc de l'UFDG nous a précisé ici qu'il s'était inscrit au rôle avant qu'on lui arrache la parole. Maintenant, ce que je vous dis... Est-ce que dans ce cas-là, il y a un débat à l'UFDG? Attendez, je dis encore une fois, Mamadou Bari veut poser un acte. Il subit quelque chose qu'il considère comme un préjudice. Il y a des moyens de recours. On peut se tromper. Les responsables de l'UFDG peuvent se tromper, peuvent avoir abusivement sanctionné. Vous avez des moyens de recours à l'intérieur de l'UFDG ou devant les tribunaux en Guinée. Je dis encore une fois, si vous voulez renforcer la démocratie, si vous voulez renforcer notre institution qui est l'UFDG, il faut aussi faire jouer le rôle aux institutions et aux textes. Et ça, c'est fondamental. Je ne dis pas que ce qu'on a fait de lui, c'est bon ou c'est juste ou pas. Je dis, s'il considère que c'est injuste, alors il n'a qu'à utiliser les moyens d'erreur. D'accord, il le fait très bien, parce qu'il a sorti un document dans lequel il sort beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup d'anomalies dans le mécanisme même de sanction. Il l'a soumis au conseil politique, ça va être discuté. Si le conseil politique trouve qu'effectivement c'est abusif, il reviendra en marche arrière. S'il ne trouve pas gain de cause là-bas, il ira devant les tribunaux. Mais ça, c'est bien dans un parti. Et c'est quelque chose qu'il faut encourager aussi. Ousmane Gawal, donc notre invité ce matin. Moi j'ai quand même une question. On parle de démocratie.
vous-même, vous avez tenu des propos pas très amicaux vis-à-vis du chef de l'État. Moi, je me pose la question. Aujourd'hui, est-ce que penser autrement... Mais on s'intéresse au parti, oui, mon mais cher ami. Oui, voilà. mais on s'intéresse au parti, mais c'est important. Il a un rôle primordial à jouer dans ce parti. C'est un élément très important du parti. On parle de Cellou. Aujourd'hui, il y a une guéguerre qui ne dit pas son nom à la tête de l'UFDG. Est-ce qu'aujourd'hui, penser autrement que Cellou constitue un crime de lèse-majesté au sein cette question était déjà posée. Oui, Grassi. C'est important qu'il revienne sur ça. Moi, je vais vous dire deux choses. D'abord, quand vous dites que je tiens des propos peu amicaux au chef de l'État, c'est difficile. Encore une fois, je dis, moi, je ne suis pas ami du président. Je suis son politique. Je suis celui qui l'empêche de dormir. C'est mon rôle, je suis payé pour ça à l'Assemblée nationale. Je suis dans l'opposition pour ça. Et ça, c'est fondamental, il faut le tenir. Les critiques, aussi dures qu'on peut avoir vis-à-vis du président ou du gouvernement ou des trucs, il faut les différencier des injures, des manques de respect, etc. Il faut les différencier. C'est très important. Je veux vraiment ça. qu'on fasse le diagnostic. Exactement. Important. Justement, Pour le diagnostic, sur le diagnostic, peut-être qu'on va éviter la question des injures au président de la République parce que je reste convaincu que traiter un président de la République de menteur, ça, c'est une diffamation. Je reste convaincu. Maintenant, je veux juste poser la question à l'honorable Ousmane Gawal Diallo de me dire finalement comment est-ce que les sanctions se prennent au sein de l'UFDG. Est-ce qu'il y a un conseil disciplinaire ou est-ce que c'est un conseil du bureau qui décide de sanctionner tel? Parce qu'on a comme l'impression que ça se distribue. Chaque fois que l'on s'élève contre Cellou Dalein Diallo, allez, on reçoit une sanction. Comment est-ce que ça s'obtient? Non, c'est pas du tout. Je pense que soyez objectif un tout petit peu. Mamadou Barry qui a publié, qui a fait l'objet de sanctions récemment, vous avez vu tous ces articles depuis 12 mois. Il n'y en a pas un seul qui est tendre avec la Cellou. Lisez, il les publie, il les met à disposition de tout le monde. Il n'y en a pas un seul qui est tendre. Même, attendez, il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui critiquent la Cellou. Nous le critiquons à longueur de journée dans nos réunions. Ce n'est pas Dieu tout-puissant. Attendez, ça c'est important. La deuxième chose, les sanctions, comment elles se prennent à l'intérieur? Chaque structure, immédiatement, c'est la structure supérieure immédiatement qui prend des responsabilités pour sanctionner. Vous êtes membre du bureau fédéral, le bureau fédéral ne peut pas vous sanctionner. C'est le bureau exécutif qui peut vous sanctionner. Vous êtes membre du bureau exécutif, le conseil politique, etc. Et le bureau exécutif peut vous sanctionner. Allez-y, Moussa Moïse. Et donc, il y a des réunions. Sur l'ordre du jour, c'est prévu, discussion sur tel ou tel propos ou tel ou tel. Il y a une instance qui se tient à ça. Et il y a un débat qui se fait. Et puis, les propositions de sanctions sont faites au regard des textes du parti. Et on regarde qu'est-ce qui correspond au mieux par rapport à l'acte qui a été commis. Et puis, les sanctions sont prononcées. La personne est avertie par un courrier, etc. etc. Et puis, c'est diffusé à l'ensemble des structures du parti. Honorable Gawal. C'est comme ça que ça se passe, oui. Honorable Gawal, intéressons-nous à ce qui pourrait être peut-être la cause de cette dissension au sein du parti. Vous avez un vice-président qui est en exil depuis, si je ne m'abuse, 2011. Vous avez un vice-président qui, à l'exil, avec tout le poids que l'on connaît... On va essayer d'enlever les téléphones, s'il vous plaît, ici, parce que voilà, on est à live, là, allez-y. Avec tout le poids que l'on connaît à quelqu'un à une personne qui vit en exil, qui ne bénéficierait pas de soutien venant de l'UFDG. De soutien sur le plan financier, de soutien également moral, parce que moi, je l'ai rencontré à Paris lors d'un voyage, il me l'a affirmé clairement. Et vous avez un vice-président qui se plaint du fait que lors des négociations, Cellou Dalein Diallo ou les représentants de l'opposition, de l'UFDG notamment, ne parlent pas de son cas, ne parlent pas de son sort. Pourtant, il vit en exil, à l'occasion bien entendu de l'attaque contre le domicile du chef de l'État. Toutes ces récriminations n'ont pas été prises en compte au sein du parti. Vous ne pouvez pas lui en vouloir aujourd'hui s'il y a des militants au sein de l'UFDG qui le soutiennent au regard de toutes les difficultés qu'il traverse. Et pourquoi le parti s'est tué sur l'exil de Bahouri? On lui en veut aujourd'hui parce qu'il essaye de se rapprocher du président Alpha Condé afin de regagner le bercail. Est-ce que vous ne trouvez pas que la faute vient d'abord de l'AIC Dalein Diallo et du fonctionnement même du parti? La faute, elle est à deux niveaux. Moi, je vais être clair avec vous. L'idée de faire croire qu'il y aurait des gens à l'intérieur de l'UFDG qui seraient contre que Bahouri soit gracié ou qui rentre dans le pays, c'est faux. Pourquoi vous n'avez rien fait d'abord? Pourquoi vous n'avez rien fait? Attendez. Tout ce que nous faisons n'est pas public. Mais les négociations, on a suivi les négociations. Attendez-moi. Pas un seul point concernant Bahouri. Attendez-moi, il n'y a pas eu un seul point concernant Bahouri, mais il y a eu des points concernant les prisonniers politiques. Ça va au-delà de la personne de Bahouri. Ça a été discuté. Nous faisons beaucoup de choses, tout n'est pas public. Mais là où la possibilité de discuter publiquement a été offerte,
la question des prisonniers politiques a été posée. Là-dedans, il y a Bahouri. Maintenant, vous pouvez considérer que ce n'est pas le cas, vous l'exclure parce qu'on ne dit pas Bahouri, mais quand on généralise, nous avons plus d'une centaine de prisonniers politiques dans ce pays. On connaît les priorités. Attendez. Lorsque vous négociez, il y a des priorités pour nous, nous posons la question des prisonniers politiques lorsqu'on rencontre le gouvernement, lorsque l'occasion se présente. Nous en avons évoqué avec lui, vice-président Bahouri, et le président Sellou, lors d'un déplacement que nous avons eu ici, devant des institutions européennes notamment, nous étions avec lui. Il y a eu beaucoup de démarches qui ont été faites, en souterrain et en public. Il y a eu beaucoup de démarches, beaucoup de choses. Il y a eu des gens qui étaient dans ce cas, qui ont été libérés. Les Alpha Saliwan qui ont été libérés. Demandez. Les Suleiman Ba qui ont été libérés. Demandez-leur ce que l'IFDG faisait pour eux au moment où ils étaient incarcérés. Certains vont être libérés, vous saurez ce qu'on fait pour eux. Tout n'est pas public. Vous dites qu'on ne fait pas de soutien. Alors, tout n'est pas public. Moi, je ne vais pas dire qu'on apporte le soutien. Si le vice-président, parce qu'on n'apprend rien ce matin. Si le vice-président vous a dit qu'il ne bénéficie pas de soutien. Tu ne peux pas comprendre. Bahouri sur Télé Sud, il a lancé la guerre ouverte. Il y a un problème. Il y a un gros souci au sein de l'UFDG. Vous dites que tout n'est pas public, mais alors, il faut essayer de nous dire ce matin. Je dis encore une fois, si le vice-président Bahouri a dit qu'il ne bénéficie pas son soutien matériel de l'UFDG, je la laisse la responsabilité. Maintenant, ce qui est clair. Qu'est-ce que le parti fait pour Bahouri? Qu'est-ce que le parti peut faire quand vous avez une dictature qui ne dit pas son nom? Vous faites quoi? Attendez, vous êtes en Guinée. Oui. Bahouri cherche à rentrer en Guinée. Qu'est-ce qu'on fait quand on a en face un gouvernement dont le seul souci, c'est de nous mettre tous en exil? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous vous battez? On se bat en faisant quoi? On fait des manifestations? Non, mais vous... On fait des manifestations, par exemple. Oui. Par exemple, je vais vous dire. Oliver Tambo, c'est le fondateur de l'ANC, pour la petite histoire. Lorsque l'affaire des arrestations de Mandela a commencé, il a eu la possibilité de fuir et de s'installer à Londres. Vous en avez déjà entendu une seule manifestation pour le retour d'Oliver Tambo, c'est le fondateur de l'ANC. Je veux juste qu'on revienne. Je dis encore une fois. Mais attendez. Allons sur les questions concrètes, monsieur. Moi, je vous dis, attendez. Allons sur les questions concrètes. Vous allez vous calmer. Qu'est-ce que le parti a fait depuis le début de l'exil de M. Bahouri? Nous l'avons entouré des soutiens que nous pouvions, aussi bien matériels, aussi bien psychologique, familial, et aussi dans les négociations avec le gouvernement et en alertant d'autres structures qui sont capables d'influencer le gouvernement. Ça a été fait, ça n'a pas prospéré. En même temps, il y a une frustration. Si je me réfère un petit peu à ses propos, Bahouri qui disait qu'il y a des décisions qui se prenaient du côté de l'UFDG, il n'était pas consulté. Oui, non. Vous confirmez? Il a dit clairement qu'il y a des décisions qui se prennent alors qu'il n'est pas au courant. C'est vrai, il y a des décisions qui se prennent à l'intérieur de l'UFDG et Bahouri n'est pas au courant. Et ça, c'est normal? Attendez. Je voulais vous dire ce qui se passe. Attendez, moi je vais vous expliquer comme ça vous comprenez. El Assel n'est pas là aujourd'hui. Les grandes gueules. Il est à Dakar ou en France. Il y a des décisions qui se prennent sans qu'il ne soit au courant. Parce que simplement, il n'y a aucun mécanisme à l'UFDG pour informer les gens qui ne sont pas physiquement présents. Parce que nous n'avons pas une structure moderne. C'est clair et net. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Bahouri qu'il n'est pas au courant. Après, par contre, quand il y a des décisions et des discussions, il est tenu informé. Parce que le conseil politique, il y a 40 personnes. Moi, je n'étais pas ici, je suis membre du conseil politique, j'étais qu'à Gawal. Je ne savais rien de toutes les sanctions-là. Je les apprenais par la presse. Très bien. Mais alors, ou quand j'appelais un membre du conseil politique, il me tenait au courant. Il n'y a aucun mécanisme pour nous informer quand on n'est pas là. Donc ça, ce n'est pas fait. C'est une faiblesse d'organisation. C'est une défaillance. Mais ce n'est pas... Attendez. Vous savez, les partis... Avec les emails. Attendez, vous parlez des emails. Notre État existe depuis 60 ans. L'État n'a pas ce mécanisme d'information. Bien. Attendez. On va évoluer. Moussa Moïsi, là. Attendez, c'est le fait, honorable, on va passer à quelque chose de plus important. Il y a Bahouri qui a rencontré le président Alpha Condé. On nous apprend qu'il a encore rencontré à l'occasion, à marge de la COP21 du côté de la France, hier dimanche. Qu'est-ce que vous n'appréciez pas dans cette démarche? Ce que nous n'apprécions pas est simple. C'est que le vice-président se lève, rencontre le président de la République sans qu'il ne tienne informé. Mais il n'y a pas de mécanisme. Attendez. C'est le président qui est venu à lui. Attendez. Avant que Alpha Condé ne se lève pour rencontrer Bahouri, il y a un rendez-vous qui est pris. Bien sûr. Il peut peut-être ne pas dire la teneur de ce qui va se passer, mais il peut appeler son président, le président de son parti, pour lui dire, attendons, j'ai la possibilité de rencontrer Alpha, je vais le rencontrer. Alors, mais attendez. Monsieur Gawal. Bahouri n'est pas le président de l'UFDG, le président, c'est Cellou Dalein Diallo. Mais il est le vice-président. Attendez, vous êtes journaliste ici, j'imagine que vous n'irez pas
à la RTG faire une émission sans que votre boss ici ne soit au courant. C'est clair. Attendez, bon, alors c'est clair. Si ça c'est clair pour vous, c'est clair à l'UFDG. Si demain Alpha Condé souhaite rencontrer Ousmane Gawal, ben je parlerai d'abord au parti et le parti, il a déjà rencontré. N'oubliez pas, il n'était pas au courant. Le président. Allez-y. Attendez. Non seulement le président avait rencontré Dr Ousou Fofana, il faut le dire, mais quand la question de rencontrer Ousou Fofana s'est posée, ça a été discuté à Réunion, il a eu l'autorisation de rencontrer Alpha. Voilà. Donc personne ne peut s'opposer à ce que Bahouri négocie pour son retour, pour la libération des prisonniers politiques. Cela nous réjouit tous. Cependant, il est membre du parti, s'il est une grande personnalité de l'UFDG, s'il rencontre Alpha Condé, le minimum, c'est de tenir informé le président, à défaut d'informer l'ensemble des membres. Et ça, c'est une courtoisie, c'est un respect de l'institution UFDG. Parce que, en faisant la démarche qu'il fait, il donne l'impression que nous, à l'UFDG, on n'apprécierait pas qu'il revienne en Guinée ou que les prisonniers soient élargis. Ce qui n'est pas vrai. Quand on prend des décisions à Conakry, Bahouri n'est pas informé, on dit qu'il n'y a pas de mécanisme d'information. Maintenant, quand lui n'informe pas à Conakry, on dit qu'il ne respecte pas les normes. Non, s'il vous plaît. Monsieur Gawal, c'est comme ça que je comprends. Ouais. Alors, après, vous aurez la parole pour me rectifier si vous voulez. Mais au même moment, c'est clair qu'il y a une situation qui est évocateur quand même évocatrice plutôt d'un certain nombre d'aspects. Bahouri aujourd'hui qui crée sa cellule de communication. Ça vous dit pas quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui la dissension n'est pas consommée au niveau de l'UFDG et un retour de Bahouri pourrait créer une autre branche de l'UFDG? J'en sais rien si ça va créer aussi la dissension. En tous les cas, ce ne sont ni ses propos ni le sens de ses explications dans les médias. Il dit qu'il veut redynamiser l'UFDG. Il ne dit pas qu'il veut créer une autre branche. Si cela arrive, ce serait une surprise pour moi. Je ne pense pas du tout à cette démarche. Cependant, je dis encore une fois, je ne dis pas que Bahouri devait informer par exemple tout le parti. Il peut ne pas avoir le temps et l'opportunité. Mais quand vous allez rencontrer le chef d'État pour évoquer des questions d'intérêt national, le minimum, vous informez votre président. Le président, si vous le respectez, vous respectez l'institution, vous l'informez. Un coup de téléphone, oui, j'ai l'opportunité de rencontrer Alpha. Le vice-président a droit aussi au respect. Oui, il doit être informé quand on prend des décisions. Il est informé des décisions, sauf que au moment où on arrive, l'ordre du jour, par exemple, de l'UFDG, de la réunion qu'on a demain, n'est pas connu. On ne le connaît pas. C'est sur place qu'on va élaborer l'ordre de mission et l'ordre de jour. Comment est-ce qu'on va informer Bahouri de l'ordre du jour de demain? Cependant, lorsque les sujets, comme aller à l'élection ou pas, s'est posé, mais Bahouri a pleinement participé à ce débat. Bien. Et publiquement et à l'intérieur du parti. Allez-y, Mohamed. Par contre, quand on prend des décisions quotidiennement, il est informé des résultats. S'il a envie de donner un point de vue, mais il le donne. Bien. Allez-y, Mohamed. S'il est capable d'influer les décisions du parti, ça le fait. Moi j'ai les grandes gueules toujours par rapport à cette affaire de débat. Parce que, quoi qu'il arrive, à mon avis, il faut tirer quand même une conclusion de cet échec à l'élection. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un cadre qu'on peut nommer au sein de l'UFDG où ce débat, parce que vous dites que vous n'êtes pas contre le débat, où ce débat-là peut avoir lieu, parce qu'apparemment, c'est ça le point de friction aujourd'hui. Première question. Deuxième question, Bahouri a déjà été averti. Il a même déjà été suspendu. Est-ce qu'on va vers son exclusion de l'UFDG? Parce qu'on vient de dire que lui, apparemment, ne pense pas créer une autre branche. Mais est-ce qu'en réalité, on ne s'achemine pas vers son exclusion de l'UFDG quand on sait déjà que certains de ses acolytes déjà sont en train de se faire taper sur les mains? Il n'y a aucun acolyte de Bahouri qui se fait taper sur les mains parce qu'il est acolyte de Bahouri. Ils se font taper sur les mains de ceux qui ont subi parce qu'ils ont eu des comportements qui ne correspondent pas au statut et au règlement intérieur. Il faut respecter ça. Ça, c'est un deuxièmement. Est-ce qu'on va vers une exclusion de Bahouri? Mais pas du tout. Il n'y a pas de calendrier d'exclusion de qui que ce soit. Bien. Aussi opposé à la seule que ce soit, pour peu que les débats portent. Ça, c'est Est-ce qu'il y a un cadre de dialogue aujourd'hui pour tirer les leçons des élections? Pour tirer les leçons de l'élection présidentielle, il n'y a pas de cadre aujourd'hui. Cependant, chaque fédération a une responsabilité. Ils sont en train de nous remonter les rapports de l'élection. À la réception de l'ensemble des rapports qui sont faits par l'ensemble de nos structures, nous allons mettre en place des cadres de concertation pour tirer les leçons sur les manquements d'abord au niveau local et ça va remonter jusqu'au niveau national où on va situer les responsabilités et dégager des mécanismes d'amélioration des erreurs qu'on a pu commettre ou même d'amplification des succès qu'on aurait pu avoir. Donc on tire les leçons et ça a été le cas à chaque élection. Bien, nous sommes ici là. Allez, vous avez éteint votre micro. J'ai l'allumé. En offre, récemment, Bahouri confiait que lors d'un passage de l'Aïselo d'Alain Diallo du côté de la grande mosquée de Bambeto, si je ne m'abuse, il y a une banderole qui faisait cas de son retour au pays, qui essayait de rappeler
que ça fait quand même longtemps que le vice-président du parti vit en exil. Et cette banderole a été vite arrachée et ceux qui l'ont affichée là ont été intimés et certains même auraient été tabassés. Alors, est-ce que ce n'est pas une preuve que Bahouri devient une sorte de bête noire au sein de ce parti et que trop le défendre, tu risques de te faire soit exclu ou bien sanctionné par le parti politique. Deuxième question, c'est la remarque que j'ai faite, c'est que après la présidentielle, on s'attendait à beaucoup de choses de la part de l'UFDG. Tous ceux qui ont fait des pronostics de mort, de manifestations à n'en pas finir, se sont trompés. Le parti a observé quand même, a mis la balle à terre. Nous avons une situation d'accalmie que beaucoup saluent aujourd'hui. C'est le fait du parti politique ou bien de la coordination Al-Alpoula qui aurait cette fois-ci, pour une fois, dit qu'elle ne serait pas du tout d'accord que les jeunes descendent dans la rue et qu'un parti politique appelle à des manifestations qui vont donner lieu à des morts. C'est Al-Alpoula qui a pesé ou c'est l'UFDG qui a pris la décision qu'il fallait? D'abord, la première question, si vous avez entendu Bahouri dire des choses en off, si vous le dites en public ici, vous faites une faute professionnelle en tant que journaliste. Ça dépend. Il y a des choses qui ne sortent pas. Je dis encore, si vous avez dit une chose. Non. Attendez, je vous ai écouté. Oui, je l'ai dit, mais je vais juste vous préciser une chose. Il y a ce que le public peut savoir. Attendez-moi, je vais répondre à votre question. Il y a ceux qui restent dans l'ordre de l'intimité, il y a ceux qui restent dans l'ordre du public. Je vais répondre à votre question. Je dis, si vous avez dit quelque chose sous le sceau de l'off, c'est du off. C'est tout. Maintenant, deuxième, moi je vais vous dire. Vous ne suivez pas les grands médias alors? Attendez. Allez-y. Attendez. La deuxième chose, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont déposé une banderole ou qui ont porté une banderole dans une mosquée et qui ont été tabassés pour ça? Je ne suis pas informé de ça. Vous n'êtes pas informé? Non. Par contre, si vous amenez quelque chose à la mosquée même peut décider que vous ne faites pas là-bas pour éviter que ça soit des connotations politiques, indépendamment de l'UFDG. Si ça s'est passé dans une mosquée, moi, je peux supposer que la mosquée même peut décider d'arracher la banderole pour éviter que ça n'ait une connotation politique, parce qu'on est quand même dans un lieu de culte. C'est dans ce cadre-là, peut-être, mais je ne suis pas informé de cet acte-là, si ça a eu lieu. Pourquoi il y a la calmie? Est-ce que c'est du fait de la coordination Al-Poula ou de l'UFDG? Je ne vois pas pourquoi vous parlez de la coordination Al-Poula et de l'UFDG. Oui. Vous auriez pu dire, est-ce que c'est du fait du gouvernement ou de l'UFDG ou de tel ou tel parti politique? Pourquoi vous parlez de la coordination Al-Poula? Je n'en sais rien du tout. Attendez. Cette coordination a parlé. La coordination Mandingue aussi a parlé. La coordination Basse-Côte a parlé. Non, c'est différent. Mais toutes les coordinations ont parlé pour appeler à l'appel. Les imams ont parlé pour appeler au calme. Pourquoi vous parlez de Al-Poula seulement? Tout le monde a appelé, la communauté internationale a appelé tout le monde pour appeler Ousmane Gawal, on vous connaît pour votre franc-parler. N'essayez pas publiquement de masquer ce que tout le monde sait. Je ne masque pas. Je vous dis clairement pourquoi avoir isolé. Il y a un lien entre Al-Alpoula et l'UFDG, on ne peut pas mentir. Bah, comme il y a un lien entre la coordination Mandingue et l'UFDG. Oui, mais cette coordination. Oui, mais. Non, mais attendez, ça, vous ne savez pas. Attendez, pourquoi vous dites ça? On ne fait pas du communautarisme, on veut juste parler de la calmie qui La coordination Al-Poula, ce n'est pas une coordination de Peul. Bien. C'est une coordination Halipoulard. C'est tout ce qui utilise le poulard comme langue de communication. Il n'y a pas eu de pression. Il n'y a pas eu de pression sur le LHL ou dans l'intérieur. Pas du tout. Allez-y. S'il y a une pression, c'est celle de son public, celle de son électorat, c'est celle de la communauté internationale, c'est celle de toutes les composantes de la société guinéenne, parce qu'à l'issue de chaque événement, lorsqu'une crise se profile à l'horizon, on voit tout le monde défiler chez l'Anselou, etc. Et on l'a vu cette fois-ci, les ambassadeurs, la communauté internationale, les coordinations Al-Poulard, les femmes, les jeunes, tout le monde est venu chez lui. S'il y a pression, c'est une pression à ce niveau-là. Allez-y, pas une pression d'une coordination. Honorable Gawal Diallo, vous disiez tantôt qu'il n'y a pas d'exclusion programmée. Or, avant que Lamine Keïta, le dernier qui a subi l'UFDG, ce dernier, avant même que ça ne se passe, un jour avant, un des responsables du parti m'a confié, ce n'est pas encore officiel, mais nous allons l'exclure demain. Et c'était effectif le lendemain. Est-ce que ce n'était pas programmé? De l'autre côté, et c'est la deuxième question, vous répondrez rapidement. Monsieur Bahouri, j'aimerais vous inviter à vous mettre à la place de Monsieur Bahouri. En tant que premier vice-président d'un parti politique, il n'est pas au courant de l'ordre du jour des questions qui vont être abordées. Est-ce que avoir ce statut de figurant qui n'a rien à dire par rapport aux grandes décisions, comment vous auriez vécu cette situation à la place de M. Bahouri? Je vais vous dire simplement, d'abord, quand vous dites qu'il n'est pas au courant, je dis non, il n'est pas instantanément au courant. Parce que l'ordre du jour se fait au moment où on se réunit. Attendez, mais vous posez une question, écoutez. Non, je veux que vous compreniez ma question. S'il n'est pas au courant instantanément des questions qui vont être abordées, cela veut dire que son mot ne va pas influer sur... Non, justement, c'est de cela qu'il s'agit. Tous les sujets que l'on discute,
les décisions ne sont pas immédiatement prises. On va aller à une réunion demain, on ouvre les débats sur un sujet. C'est peut-être la semaine prochaine qu'on va décider des décisions concernant les sujets abordés cette semaine. Ce n'est pas parce qu'on s'assoit là, on décide et puis on clôture, on s'en va. Non, il y a un moment où c'est le débat, il y a un moment où c'est la décision. Donc ça ne se fait pas instantanément. Mais avant... Oui. Allez, on va essayer de partir sur le terrain. Lamine Kouyaté, on part à Kouroussa ce matin. Là, Lamine Kouyaté en direct. Bonjour, monsieur Kouyaté. Oui, bonjour, la GG. Bienvenue chez les GG. On s'intéresse à vous ce matin. Voilà, monsieur Kouyaté, vous êtes vice-maire de la commune de Kouroussa. C'est des images qui ont choqué pas mal de Guinéens. 4 personnes battues et lynchées du côté de Kouroussa. C'était des prisonniers qui en ont été finalement extirpés. Dites-nous, d'où est-ce qu'est parti tout cela? Bon, c'est depuis suite à l'assassinat de Kaba Kamara, un vendeur d'or à Kouroussa, à son domicile, entre 18h et 19h, par des bandits à main armée. Et le lendemain, c'est-à-dire le 2, le 3, nous avons aussitôt agi, après l'enterrement de ce dernier dans son village natal à Fandian, dans Nora Soba, dans la préfecture de Sidiri. Un citoyen très serviable, un pieux, qui nous aide beaucoup dans la construction d'une des mosquées de quartier Komoninko. Donc, la communauté a été très touchée par cet assassinat. Donc, on a lancé les enquêtes. Le 2 et le 3, nous avons eu des informations. Derrière son logement à Komoninko, là-bas, il y a le logement d'un militaire en plein brousse. Donc, les citoyens nous ont informés de cela. On s'est rendu là-bas, on a enquêté, on a caché les portes, on a découvert que des tenues militaires, des bottes militaires. Donc, aussitôt, on a trouvé même la photo d'identité de ce militaire-là. On s'est rendu au camp, c'était la nuit maintenant, on a informé son commandement, on l'a alors appelé, il était, qu'on appelle de garde au FINADEV, une maison de microcrédit à Kouroussa ici. Donc, son commandement l'a mis aux arrêts et l'a emprisonné. Et on l'a demandé, il a mis tous les faits en bloc. Donc, entre le 6 et le 7, on avait eu des informations qu'il y a quelqu'un qui a été blessé alors qu'il est à l'hôpital, la clinique à Mana, à Kouroussa, ville ici. On s'y est rendu et on a trouvé que le type est parti. Mais on avait eu aussitôt encore d'autres informations qu'il est passé vers le quartier où il y a eu l'assassinat. Donc, il a logé chez quelqu'un là-bas, le nom de Nansadi, un menuisier à Kouroussa encore. Donc, on a fouillé là-bas, on a fait des perquisitions. Automatiquement, on a trouvé un PMAK au domicile de ce Nansadi-là. Et ça trouvait que Nansadi et ce type qui est venu blessé, de nom de Poré Mamadi Keita, qui est d'ailleurs l'un des auteurs présumés, était parti en brousse pour faire des sacrifices. Donc, ses enfants l'ont appelé au téléphone, il est revenu à la maison, c'est-à-dire Nansadi est revenu à la maison, on l'a arrêté, et quelques enfants chez eux, dont une fille, le nom de Thérèse, qui est une copine au chef du réseau, Diane, qui est en cabale encore. Et donc, on a continué les enquêtes. L'enfant là, Mamadi Keita, qui vient de Babila, dans la sous-préfecture de Kouroussa, continuait son cabale. Il est reparti à Kankan pour voir, après quand on l'a arrêté, on a eu ces informations-là de lui-même, qu'il était parti à Kankan, et pour voir leur chef, Tidane, pour avoir sa part du gâteau. Donc, le dernier lui a dit non, il faut envoyer le fusil, sinon tu n'auras rien. C'est ainsi qu'il est revenu à Kouroussa et on l'a arrêté, mais cette fois-ci, il était en cabale toujours. Il est parti dans la sous-préfecture de Doura, précisément dans le secteur de Yara, où nous avons alerté les chercheurs qui nous aident beaucoup dans les enquêtes à Kouroussa ici, qui nous aident à sécuriser quand même. Parce que l'effectif de l'armée à Kouroussa est très petit. De telle sorte que ce sont ces chercheurs-là, dans la préfecture même, qui nous aident dans beaucoup de choses. Donc ici, les jeunes de Yara ont arrêté ce Mamadi Keita et l'ont informé qu'on appelle la police à Kouroussa. Ainsi, le commissaire adjoint et quelques gendarmes sont partis le prendre et l'envoyer à Kouroussa.
Ainsi, à son interrogatoire, il nous a déclaré que comme ses amis l'ont trahi, alors il va tout déclarer, il est prêt à dire tout. Ainsi, il nous a expliqué comment ils ont fait l'opération. C'est eux qui ont effectivement tué Kaba Kamara, ce ressortissant de Norasova. Et après, il a cité un certain nom, le nom de Bala Sila. C'est un jeune aussi de Kouroussa, connu dans le milieu des bandits comme ça. Donc, il a cité ce dernier. Il a cité d'autres encore dont nous taisons le nom parce que les enquêtes vont continuer malgré ce qui s'est passé hier. Donc, ils sont au nombre de 5 dans ce groupe. Il nous avait parlé d'un autre réseau qui ont attaqué un vendeur d'or à Kouroussa aussi, du nom de Kassafoula. Donc, mais qui n'a pas été tué, mais qui a été blessé avec son enfant. Tout ça, c'était fait dans le mois qu'on appelle octobre. Et le premier, ainsi, on a assassiné ce Kaba, comme je vous explique. Donc, les enquêtes continuaient, les arrestations continuaient. On est arrivé jusqu'à arrêter une dizaine de personnes, dont l'oncle paternel et la maman de ce fugitif, la forêt Mamadi Keita, le chef, qu'on appelle l'un des présumés assassins. Donc, il y avait beaucoup de personnes sous la main, de 10 personnes. Ainsi, nous avons essayé de voir les cas avec le juge, parce qu'il y avait une commission que nous avons instituée pour vraiment s'occuper de cet assassinat, parce que vraiment, il y a eu trop d'assassinats ou trop d'attaques à Kouroussa en plein jour. La population a été inquiétée. Donc, on a fait une commission de travail avec les chasseurs, les vendeurs d'or, les jeunes anti-casse qui sont appelés à DPJ, la commune, la préfecture et la société civile aussi. Donc, il s'est avéré que, d'après le juge, certains ont commis des délits et d'autres ont fait des assassinats. Donc, les délits relèvent de sa compétence juridictionnelle. Donc, il doit les juger à Kouroussa ici. D'autres sont des cas de crime qui doivent être jugés par la cour d'assises de Kankan. Et il va demander une audience foraine pour venir juger ceci à Kouroussa. Bien. Pour plus, voilà. Voilà, donc, en tout cas. À ce niveau. Ainsi, le vendredi, ce jugement avait commencé. Bien. Monsieur Kouyaté, en tout cas, on va revenir longuement sur cette actualité dans notre édition d'information de 18h. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, on arrive quand même à la fin de l'émission. Ahmed, on a écouté ce monsieur, Lamine Kouyaté, du côté de Kouroussa. Ben écoutez, les propos qu'on a écoutés tendent un peu à justifier ce qui s'est passé. Bon, de toutes les façons, ça ne justifie pas, mais ils ont ôté la vie à un monsieur qui avait droit à la vie. Bon, à mon avis, quand ils ôtent la vie, ben eux aussi n'ont pas droit à la vie. Je suis désolé, mais je ne cautionne pas ce qui s'est passé. C'est une barbarie qu'on enregistre dans notre pays depuis un certain temps, qui ne mérite pas d'exister. Je pense que ça relance la question des prisons. Quand des populations peuvent rentrer à la prison centrale de Kouroussa, aller chercher des présumés assassins et les brûler vifs et les trimballer encore dans la cité, je pense que c'est vilain à voir. Le ministère de la Justice doit prendre ses responsabilités. C'est vrai, Conakry va avoir une prison du côté de Yorokoguya, je crois, mais aussi à l'intérieur du pays, il faut penser à la question. Ce ne sont pas des animaux, c'est une situation qu'il faut revoir. Voilà, votre réaction là-dessus, honorable. Bon, disons que cela montre la défaillance de notre pays, en matière de morale même. L'État guinéen n'existe pas, je l'ai tantôt dit. Mais moralement, c'est quelque chose qui est incompréhensible de voir des populations entières se lever et brûler un être humain. Ouais. Je pense que c'est une défaillance morale de notre pays et l'éducation doit se refaire. Je ne suis pas du tout favorable, même y compris à la peine de mort. Je pense que ce n'est pas parce qu'on a fait un crime
qu'on doit aussi par un crime. L'État guinéen, c'est un État brutal, c'est un État qui encourage la brutalité et je pense que tout ça là dégénère dans notre mode de voir la vie des êtres humains. Et c'est très choquant. Moi, je n'ai pas regardé la vidéo, j'ai juste regardé les mais j'ai vu les décapitations en Arabie Saoudite il n'y a pas très longtemps. Je trouve ça extrêmement dur pour l'être humain et je pense que l'État doit redevenir ce qu'il est, un État civilisé qui promet des lois justes et des conditions d'incarcération absolument acceptables. Voilà, nous, Ousmane Gawal, notre invité ce matin. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir, ça ne le ressemble pas évidemment. Notre invité ce matin, honorable Ousmane Gawal Diallo. Oui ou non? On s'intéresse là-dessus. Hein. Première question. Alors, monsieur Gawal, oui ou non, les deux rencontres entre le président Alpha Condé et le vice-président de l'UFDG, Bahouri, c'est une tendance du président de la République à diviser les responsables de l'UFDG? Oui. Alors moi, ma question elle est simple. Est-ce que cette tentative de rapprochement Alpha Condé, Bahouri, est-ce que cela dérange le directoire actuel de l'UFDG? Oui ou non? Non, pas du tout. Voilà. Moussa Moïse là. Oui ou non, vous attendez au retour de Bahouri dans pas très longtemps? Avec beaucoup de plaisir. Alors, honorable Ousmane Gawal Diallo, à voir tout ce qui est en train de se passer, on peut dire que M. Bahouri est devenu un cas dont il faut s'occuper à l'UFDG. Pas du tout. Oui ou non, le président est en train de mettre sur orbite, de manière implicite, Bahouri? Il est déjà en orbite. Alors, oui ou non, un retour de Bahouri pourrait être considéré par ses proches comme son propre combat et pas le combat de l'UFDG? Mais tant mieux, l'essentiel c'est sa liberté. Oui ou non, le retour de Bahouri pourrait amener à un congrès anticipé, peut-être qui évincerait Cellou-Dalein Diallo de la tête du parti? Non, pas du tout. Oui ou non? Oui, bien entendu. Oui ou non, l'un des géniteurs de l'UFDG, c'est bel et bien Bahouri? L'un des fondateurs, géniteur c'est un peu trop. Bon, allez-y, comme vous voulez. Non. Oui ou non? Oui, c'est un des fondateurs. Oui. Ils sont 6. Pour la petite histoire, si vous le voulez, c'est Bahouri, Mohamed Lamine Diallo de l'Allemagne, Abdoulaye Baïlo Diallo qui est député, Mohamed Jean Diallo qui est aussi député, Aïssatou Bari qui est aussi député, et Abdoulaye Diallo qui a fait cette sortie qui est à Orabank. Oui ou non, donc ça lui donne donc un peu plus de pouvoir qu'elle ait Cellou-Dalein Diallo? Pas du tout. Alors oui ou non, à voir la façon dont les sanctions, excusez-moi du terme, ont été partagées à l'UFDG, on peut dire que M. Bahouri, en voulant sanctionner Bahouri, il faut faire attention. Non, c'est pas ça. On fait attention quand on sanctionne le responsable de l'UFDG, qui qu'il soit. Qui qu'il soit, on fait attention. Attention, on ne fait pas ça mécaniquement. Un parti politique rassemble, cherche à mobiliser les gens, pas à les exclure. L'exclusion, vraiment, c'est contre nature pour un parti politique. Oui ou non, en reconnaissant que Bahouri est un des fondateurs du parti, vous démentez le porte-parole du parti? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que c'est pas le fondateur. Il fait partie des fondateurs. Simplement, un parti, c'est pas créé par une personne. Et puis, c'est pas un bien. C'est pas parce que vous êtes... C'est une association politique, hein. Ça n'appartient qu'aux membres, ça n'appartient pas à une personne. Vous pouvez dire que le logo m'appartient, mais le parti, ça n'appartient à oui ou non, l'homme Providence est consacré aujourd'hui au sein de l'UFDG? Il n'y a pas d'homme Providence. Oui ou non, Ousmane Gawal, candidat en 2020? Ah ben écoutez-moi, est-ce que j'aurai 18 ans en 2020? Allez. Est-ce que j'aurai 18 ans en 2020? Allez, sans langue de bois. Allons-y. Cela dépend de vous et des militants de l'UFDG. Ah si, c'est quand même mon voisin de Touba. Il sait très bien ce que je veux dire. Répondez à la question quand même. Non, mais on veut souvent entendre que vous lorgnerez sur le fauteuil un jour laissé vacant par Ella Cellou-Dalein Diallo. Oui ou non? Écoutez, je suis un cadre de l'UFDG. J'aspire à aller plus loin que là où je suis. J'espère un jour être à la place d'Aladji Cellou ou de Bahouri ou de quelqu'un d'autre. C'est une ambition noble. Maintenant, est-ce que ça sera en 2020 ou en 2050? Cela dépend des militants de l'UFDG. Donc vous êtes logiquement un concurrent déjà à Bahouri. Mais tout le monde est concurrent dans un parti politique. Non, je ne suis pas son concurrent. Nous sommes tous militants responsables. Il faut qu'il réponde à cette question. Oui ou non, vous êtes un concurrent donc légitime. Je ne parle pas de concurrence. Oui ou non? On sait très bien que du côté de l'UFR, en 2020, c'est Baïdi Haribo. Ça, on le sait très bien. Ce n'est pas caché. Oui ou non, du côté de l'UFDG... en 2020, il n'y aura pas l'UFR.
En 2020, il n'y aura pas d'UFR. Il n'y aura pas l'UFR. Pas du tout. Ce sera ou UFR, RPG, Arc-en-Ciel, quelque chose comme ça. C'est pas la question. Oui ou non, vous serez candidat, vous serez le candidat de l'UFDG en 2020? Non. 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 Vous me regardez dans les yeux. Je vous regarde dans les yeux. C'est un non absolu ou relatif? Un non absolu, exactement. Alors pourquoi vous décrétez la dissolution ou la disparition de l'UFR? Je regarde dans la boule Madame Soleil et je regarde les comportements. Hop, je déduis que. Voilà, je décrète pas. Je regarde. Oui ou non, il y a un problème aujourd'hui entre l'UFR et l'UFDG? Non, il y a un problème de positionnement de l'UFR par rapport à l'opposition, de façon générale, par rapport à leur discours, à leur engagement, à leur comportement antérieur. C'est pas tous les jours qu'on quitte libéral pour être communiste. Hein. C'est extrêmement long, Bien. la distance Allez. entre les deux. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les GG ce matin, monsieur Gawal. Merci beaucoup. Voilà, demain on va venir longuement sur ce dossier où mon cher Moïse. Voilà, demain on va revenir là-dessus. Oui, le dossier. On fait de la radio et la radio c'est le. Oui. Allez. Quand même, c'est ça. Oui. Deux factures, vous avez ça. Et on Mais c'est parlera quel dossier exactement? Le dossier, ils vont pas quand même lire. Oui, le dossier c'est quoi? Voilà. Il s'agit d'un cas d'escroquerie présumée, puisqu'il y a un juriste ici, parce qu'il veut que j'aille pas à pas. Donc il s'agit d'une dame qui a réuni un peu plus de 40 000 $. Ouais. C'est une société du nom de Guinea Fishing. Ouais. Et vous allez voir derrière Guinea Fishing qui se cache. Bien. Celui qui se cache est un conseiller du président Alpha Condé. Et cette dame aujourd'hui peine à rentrer en possession de son argent. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de sociétés qui existent ici. Et derrière, ce sont des bras longs qui tirent les ficelles. Mais toutes les sociétés guinéennes, il y a Alpha Condé derrière, je vous rapprends. Ah, ok. Allez, continuez les grandes gueules chez vous, mesdames et messieurs. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.